Bonjour, je suis une femme divorcée d'une quarantaine d'années qui élève un fils de 9 ans. J'ai une passion pour l'écriture depuis mon plus jeune âge. Pendant que les autres enfants allaient jouer dehors, je trouvais de la joie à lire des livres et à créer mes propres histoires. En conséquence, j'ai développé des compétences en écriture plus fortes que celles de mes camarades et j'ai reçu de nombreux prix et reconnaissances. Mes parents et mes professeurs m'ont encouragé à poursuivre une carrière d'écrivain une fois adulte. C'était gratifiant d'être au centre de l'attention et d'avoir des attentes élevées à mon égard. J'avais confiance en mes capacités et je pensais que je réussirais. C'est pourquoi j'ai choisi de me spécialiser en littérature à l'université. Tout au long de mes études, j'ai soumis mes écrits à divers concours destinés aux nouveaux écrivains, dans la mesure du possible. Cependant, malgré ma confiance et mes efforts, mes histoires n'ont jamais été récompensées. Certains autour de moi ont essayé de me consoler, suggérant qu'à moins d'être un génie, il était peu probable que quelqu'un d'aussi jeune que moi remporte des prix aussi facilement. Peut-être m'étais-je placé sur un piédestal trop élevé. Ces paroles ne m'ont pas apporté de réconfort, surtout pendant ma dernière année d'études. Malgré la déception, j'ai refusé d'abandonner mon rêve de devenir écrivain. Avec l'aide d'un parent, j'ai réussi à décrocher un emploi dans une société boursière après avoir obtenu mon diplôme. Bien qu'au fond de moi, je souhaitais toujours écrire à plein temps, je comprenais l'inquiétude de mes parents si je devais me concentrer uniquement sur l'écriture sans un revenu stable. Il semble que ma mère ait compris mon conflit intérieur lorsqu'elle m'a vu partir à contre-ségur au travail. Elle m'a dit, « Je crois que tu deviendras un jour un grand écrivain. Alors pourquoi ne pas vivre des expériences différentes ? Elles t'apporteront des éléments que tu pourras intégrer dans tes histoires. Ne te décourage pas, ma fille. Les mères ont une capacité unique à reconnaître les inquiétudes de leurs enfants sans avoir besoin de les entendre avec des mots. En entendant le conseil de ma mère, j'ai commencé à changer de point de vue. J'ai réalisé que mon approche de l'écriture était trop étroite et que mon manque d'expérience de la vie entravait mes progrès. J'ai fait un effort conscient pour laisser tomber mes sentiments négatifs et donner le meilleur de moi-même. Je considérais mon travail comme une occasion d'apprendre et de progresser, sachant que ces leçons finiraient par se retrouver dans mes écrits. Après 3 ans de travail, alors que je commençais à m'y plaire, un homme est entré dans ma vie. Je le rencontrais souvent dans le métro pendant mes trajets quotidiens pour me rendre au travail. Un jour, il a trouvé le courage d'engager la conversation avec moi pour la première fois, un scénario qui semblait digne d'une fiction ou d'un drame. Mon cœur s'est emballé et je me suis senti mal à l'aise, mais je me suis rassurée en me disant qu'il n'était pas une personne étrange. Au fur et à mesure qu'il parlait, son visage prenait une teinte rouge profonde, et son attitude troublée était évidente. Comme vous l'avez peut-être deviné, il est devenu mon mari, puis mon ex-mari. Il m'a avoué que chaque fois qu'il me voyait, il avait envie de me parler, mais que la peur du ridicule l'en empêchait. Il a envisagé d'abandonner, mais ce jour-là, il a ressenti un sentiment de regret s'il n'avait pas saisi l'occasion de me parler. C'est ainsi qu'il a trouvé le courage, comme envoûté, d'entamer une conversation qui a marqué le début de notre relation. Notre lien ne s'est pas consolidé tout de suite. Il s'est plutôt développé progressivement, au fur et à mesure que nous apprenions à mieux nous connaître. Mon mari était de 4 ans mon aîné et travaillait dans un bureau comme moi. Mais dans une autre entreprise. Après le travail, nous nous rencontrions pour partager nos griefs et demander conseil l'un à l'autre, ce qui rendait les choses agréables. Par-dessus tout, j'admirais son optimisme qui avait le pouvoir d'atténuer mes soucis, les considérant comme insignifiants. Contrairement à d'autres partenaires qui ne cessent de se plaindre des actions de leur conjoint, mon mari n'a jamais eu ce genre de comportement au départ. J'ai d'abord cru qu'il ne faisait tout simplement pas attention à moi, mais au fur et à mesure que notre relation progressait, j'ai découvert que c'était tout simplement sa nature. Cette révélation m'a amené à conclure qu'il était acceptable que je l'épouse, car j'appréciais sa nature discrète. Il connaissait ma passion pour l'écriture et, au cours de notre relation, il m'a dit que si je pouvais trouver le bonheur avec un minimum de bien, je n'aurais pas besoin de travailler après le mariage. Cela m'a conforté dans l'idée qu'il était une personne facile à vivre. Par conséquent,
lorsqu'il m'a demandé en mariage après 3 ans de fréquentation, je n'avais aucune raison d'hésiter. En réalité, j'avais attendu sa demande avec impatience tout au long de notre relation. Nous avions eu d'innombrables conversations et avions appris que nos 2 familles se trouvaient dans une situation financière similaire. Cette révélation nous a assuré qu'il n'y avait pas de barrières importantes susceptibles de créer des discordes. Cependant, comme c'est souvent le cas avec les beaux-parents, lorsque j'ai rencontré ma future belle-mère pour la première fois, elle est apparue rigide et a exprimé sa conviction que les femmes devaient travailler et gagner de l'argent à notre époque, désigner un homme qui se consacrera uniquement à son travail. J'ai entendu dire que de nos jours, les mariages impliquent un partage égal des dépenses. Au départ, je n'avais pas prévu de quitter mon travail après m'être mariée. Cependant, la perspective d'avoir un bébé m'a fait envisager de devenir une femme au foyer à plein temps. Ce qui m'a dérangée, c'est l'intervention de la mère de mon mari, qui a dit que nous devions faire ce que nous voulions et ne pas imposer un fardeau trop tôt à notre belle-fille. Mon beau-père a ajouté que, de nos jours, les hommes et les femmes prennent des congés pour s'occuper des enfants. J'ai eu l'impression que mes parents et moi étions devenus invisibles pendant que mon petit ami et ses parents discutaient entre eux. Mon père est intervenu, louant la sagesse de notre fils et suggérant de laisser la jeune génération s'occuper de ces questions. La réunion de famille s'est terminée grâce à mon père, mais pour moi, elle a marqué le début d'un nouveau chapitre. Ma belle-mère, passant des problèmes actuels aux coutumes traditionnelles du mariage, a insisté pour que j'achète de l'argenterie démodée, y compris des chandeliers en argent. Elle a ensuite exigé des cadeaux pour tous les membres de sa famille et les invités du mariage, ce qui a entraîné des dépenses inattendues. Inquiet, mon mari a appelé sa mère, lui a demandé de limiter les cadeaux et lui a fait part de son mécontentement face à ses exigences. Elle a accepté à contre-ségur de réduire les cadeaux, même s'il semblait que, malgré une situation financière similaire, la mariée avait plus de responsabilités. Heureusement, mon mari a veillé à ce que les préparatifs soient équitables et à ce que la charge financière soit équilibrée. Malgré un emprunt pour aménager notre petite maison de jeunes mariés, nous avons réussi à relever les défis. Mon mari et moi étions sur le point d'acheter notre nouvelle maison. Cependant, à notre retour de lune de miel, il semblait y avoir de l'agitation dans sa famille. Nous avons décidé de rendre visite à ma belle famille pour lui rendre hommage, et c'est alors que ma belle-mère m'a prise à part pour me faire part d'une nouvelle surprenante. Elle a regretté notre décision d'acheter la maison et s'est demandé pourquoi je n'avais pas essayé de dissuader mon mari d'aller jusqu'au bout. J'ai été prise au dépourvu, car je croyais qu'elle ne s'intéressait qu'à nos cadeaux de mariage. Intriguée, j'ai essayé de creuser davantage et de comprendre la source de sa détresse. J'ai découvert par la suite que mon mari avait dû entendre notre conversation, car il s'est approché de moi et m'a assuré qu'il s'occuperait de la situation avec sa mère. Confuse, je lui ai demandé pourquoi sa mère était si opposée à notre achat. Il m'a expliqué qu'il avait une bonne raison de choisir cette maison, mais qu'il était surpris que sa mère m'en parle. Il estimait que même si la maison actuelle présentait quelques inconvénients, nous aurions dû attendre une maison plus grande et meilleure. Il y avait d'autres options disponibles avec des conditions supérieures, et il ne comprenait pas pourquoi nous nous étions contentés d'un endroit plus petit. Il m'a fait remarquer que les coûts supplémentaires liés à notre propriété actuelle finiraient par s'accumuler, alors qu'une meilleure maison prendrait de la valeur et nous apporterait des avantages financiers. Il m'a demandé de ne pas m'inquiéter, car une hypothèque plus élevée pourrait être gérée et remboursée en temps voulu. J'ai défendu notre décision, affirmant que c'était leur choix, même s'ils ne contribuaient pas financièrement. J'ai fait valoir que discuter de cette question maintenant, alors qu'il est trop tard, ne servirait à rien. Je pensais qu'ils avaient pris la bonne décision, étant donné que nous vivions dans la maison de quelqu'un d'autre. Avoir des enfants pouvait attendre, nous devions profiter de notre vie de couple pour l'instant. Ma belle-mère m'a reproché de toujours parler ainsi et de la dépeindre sous un jour négatif. J'ai poussé un soupir et j'ai compris sa frustration. Sur le chemin du retour, j'ai demandé à mon mari pourquoi il ne répondait pas aux souhaits de sa mère. Il m'a expliqué que nous pouvions nous permettre d'acheter cette maison avec ses seuls revenus, alors qu'une maison plus grande nécessiterait que nous travaillions tous les deux. Il m'a rappelé notre désir de vivre modestement et de ne pas devenir trop matérialiste.
Je me suis sentie satisfaite de la taille de notre nouvelle maison. À ce moment-là, tout le ressentiment que j'avais à l'égard de sa famille s'est évanoui. J'ai réalisé que j'avais choisi un homme bon comme mari et j'ai ressenti une immense gratitude à son égard. Je voulais passer le reste de ma vie avec lui, en menant une existence humble et en trouvant de la joie dans notre simplicité. Après 2 ans de travail, j'ai appris que j'étais enceinte et j'ai décidé de quitter mon emploi pour me concentrer sur ma grossesse et la maternité à venir. Après avoir quitté mon emploi, mon mari a commencé à se comporter de manière étrange. Il pensait qu'il devait trouver un nouvel emploi car nos revenus avaient diminué après mon départ. Je lui ai fait part de mes remords et l'ai assuré que je ferais de mon mieux pour réduire nos dépenses. Avec un bébé à charge, nous devions trouver d'autres moyens d'économiser. J'ai proposé de gagner plus d'argent moi-même et je l'ai remercié pour son soutien, mais je n'arrivais pas à me débarrasser d'un sentiment de malaise. Forte de mon expérience professionnelle, j'ai commencé à investir dans des actions relativement sûres, dans l'espoir de gagner suffisamment d'argent pour couvrir nos factures d'électricité. En outre, je me suis consacrée à l'écriture et à la participation à des concours qui offraient des récompenses financières. Cependant, lorsque mon mari a commencé à travailler, il a commencé à passer du temps avec ses collègues, à jouer au golf et à acheter du matériel de golf coûteux. Il me comparait souvent aux femmes de ses collègues, ce qui me gênait. Il m'était devenu désagréable d'engager la conversation avec lui. Un jour, j'ai suggéré de reprendre le travail. Je me suis inquiétée de le voir assumer seul la charge financière, mais il m'a rassurée en me disant que ce n'était pas grave et m'a encouragée à me concentrer sur l'écriture. Malgré ces paroles, j'ai senti une pointe de moquerie qui m'a mise mal à l'aise. Cela a créé une distance croissante entre nous. Mon mari a notamment commencé à acheter des articles de luxe coûteux tels que des sacs, des chaussures et des vêtements. Il a même évoqué son désir d'acheter une voiture étrangère haut de gamme. En observant ces changements, un sentiment d'inquiétude m'a envahi. Je lui ai gentiment demandé s'il ne souffrait pas de stress lié à son travail, car son comportement s'était considérablement transformé. En vieillissant, j'ai remarqué les pressions externes exercées par la société sur les gens pour qu'ils investissent et affichent leur richesse. Je me suis rendu compte que sans une luxueuse voiture étrangère, les gens me rejetteraient, ne me permettant pas d'entrer dans certains cercles, malgré mes compétences en matière de conduite. J'ai dû faire beaucoup de routes pour rentrer chez moi, me rendant compte des changements subis par mon mari à cause des factures de cartes de crédit et des nouveaux emprunts. Il m'est apparu clairement que nous ne pouvions pas continuer à vivre ainsi. J'ai donc décidé de reprendre le travail à temps partiel. Au début, mon mari m'a découragé d'accepter des emplois mal payés et m'a conseillé de me concentrer sur l'entretien de la maison. Cependant, même ces paroles ont commencé à m'énerver à cause de ces dépenses inconsidérées en produits de luxe. Il est temps qu'il se réveille et qu'il prenne le contrôle de notre situation financière. Au lieu d'être perçu comme une personne modeste, les gens me perçoivent maintenant comme quelqu'un qui fait des économies de bout de chandelle. Travailler? Ce n'est pas seulement gagner de l'argent, c'est aussi se constituer un réseau et des relations. Voulez-vous que les autres me considèrent comme quelqu'un d'insignifiant, plutôt que de s'appuyer sur ses capacités? Mon mari semble se préoccuper uniquement de l'image qu'il donne aux autres. Pour ne rien arranger, notre fils a contracté une pneumonie et a dû être hospitalisé. J'ai dû quitter mon emploi à temps partiel pour m'occuper de lui. Alors que j'étais assise là, soupirant profondément, une femme qui s'occupait de son propre enfant à proximité a remarqué ma détresse et m'a proposé de prendre une tasse de café à l'extérieur de l'hôpital. Comme elle semblait beaucoup plus âgée que moi, j'ai décidé de la rejoindre. Je me suis ouverte à elle, lui faisant part d'inquiétudes dont je n'avais jamais parlé auparavant. Elle m'a dit que j'avais trop de fardeaux qui me pesaient. Même si mon mari et moi formons un couple, je ne dois pas tout porter seul. Je devrais me concentrer sur mes propres responsabilités et laisser mon mari assumer ses actes. Je ne dois pas tout assumer en même temps. Ce moment m'a frappée. Après être devenue une épouse et un parent, j'avais perdu de vue mon individualité et j'avais été absorbée par la famille de mon mari. À partir de ce jour, j'ai commencé à m'inquiéter de manière plus réaliste. Je ne pouvais pas compter sur mon mari qui s'engageait sur la mauvaise voie. J'ai compris que si nous continuions sur cette voie,
nous échouerions tous les deux. Ainsi, avec une petite somme d'argent provenant de mes investissements et les encouragements que j'ai reçus en participant à des concours d'écriture, j'ai commencé à prendre la négociation d'actions plus au sérieux. Bien sûr, il est risqué de négocier des actions sans avoir les connaissances et l'expérience nécessaires, mais j'avais une expérience professionnelle dans ce domaine et j'avais des relations qui m'ont fourni des informations précieuses. En outre, je me suis consacrée à des études approfondies. En conséquence, les actions que j'ai sélectionnées ont produit des rendements fantastiques. Peu à peu, mon anxiété a commencé à s'estomper. Face à l'obsession matérialiste de mon mari, j'avais l'impression qu'il ne voyait pas clair, tout ce qui m'avait attiré vers lui au départ semblait disparaître. Il m'a même suggéré de me consacrer à l'éducation de notre enfant, qui allait entrer à l'école maternelle l'année prochaine. L'idée de l'inscrire dans un jardin d'enfants français m'a traversé l'esprit, mais la question se pose, avons-nous les moyens de le faire? Il est décourageant de s'entendre dire qu'il n'y a pas assez d'argent, surtout lorsque je verse mon salaire tous les mois entre les remboursements des prêts immobiliers et automobiles, les factures des cartes de crédit et l'extravagance d'une voiture de luxe étrangère. Notre budget laisse à peine de la place pour les nécessités. Pourquoi s'attarder sur chaque détail financier pour me faire sentir insuffisante? D'autres épouses aident leur mari, allant jusqu'à faire venir de l'argent de leur famille pour les soutenir. Qu'est-ce que j'ai fait en jonglant avec toutes ces responsabilités? Pourquoi m'accrocher à quelque chose qui ne me rapporte rien? Je pensais que mon mari soutenait mes rêves, mais le fait d'entrevoir ce qu'il pensait vraiment m'a laissé un sentiment d'impuissance. Je me suis alors souvenu du conseil d'une femme plus âgée à l'hôpital. J'aspirais à une réussite à ma mesure. Malgré les difficultés, j'ai continué à écrire et à investir, et j'ai peu à peu récolté les fruits de mes efforts. La soumission d'articles à des concours m'a valu de petits prix, mais l'effet cumulatif a permis d'augmenter mes économies. Mon sentiment d'accomplissement s'est accru, même si je ne me suis pas laissé aller à un train de vie somptueux. L'argent est devenu une source de calme, qui apaise mes angoisses et me permet de rêver. Je me suis rendu compte que si j'avais compris la valeur de l'argent plus tôt, j'aurais peut-être cherché à gagner de l'argent lorsque mon fils est entré à l'école maternelle. Comme les revenus de mon mari n'étaient pas suffisants, j'ai utilisé mon propre argent pour payer les frais de scolarité de notre fils. J'avais l'impression de pouvoir gérer ces questions avec mes revenus durement gagnés. Sans le savoir, mon mari s'est vanté auprès de ses collègues d'avoir envoyé notre fils dans un jardin d'enfants français, en faisant des projets grandioses pour son éducation future. J'étais agacée d'entendre ces déclarations exagérées. Il avait dit un jour que nous aurions dû déménager dans une maison plus grande, un sentiment que je remets aujourd'hui en question, car il ne tenait pas compte des réalités financières. Nos enfants le méprisaient. Alors, comment pourrions-nous nous permettre de déménager? Le jardin d'enfants français ne suffit pas et nous envisageons maintenant de nous installer en France, à l'étranger. Es-tu toujours le même homme que j'ai connu? Ne disais-tu pas qu'il fallait vivre modestement et trouver le bonheur dans les petites choses? Mais c'était avant que je ne connaisse mieux. Attendez de voir quand Brett grandira. Il s'intéressera au travail de son père et au type de voiture que nous avons. C'est pour ça que je te dis ça. Tu devrais arrêter de perdre ton temps avec ces écrits inutiles. Pourquoi ne pas reprendre le travail et cesser ces stupides emplois à temps partiel? Voulez-vous étudier et obtenir un poste de fonctionnaire? Je me suis mise en colère contre mon mari. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me soutienne, mais je ne pouvais pas tolérer qu'il me prenne de haut. Cela m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Le lendemain, je lui ai tendu avec colère le cahier de budget du ménage et je lui ai dit de s'occuper dorénavant de toutes les finances. En jetant un coup d'œil au cahier, son visage s'est assombri et il l'a jeté par terre. Furieux contre moi, tu as dépensé mon argent sans compter pendant tout ce temps, et maintenant tu veux que je m'en occupe? Pourquoi as-tu écrit cela? J'ai essayé de gérer tes dépenses pour joindre les deux bouts. Je ne suis même pas allé acheter un seul t-shirt avec l'argent que tu ramenais à la maison. Qui t'a dit de vivre si misérablement? Si l'argent n'était pas suffisant, tu aurais dû avoir le bon sens de sortir et de travailler pour en gagner plus. Pourquoi es-tu si irresponsable? Sais-tu combien d'argent gagnent les autres épouses et femmes sur mon lieu de travail?
Elles surprennent même leur mari en leur offrant des articles de luxe. Même lorsque je me compare à d'autres hommes, ils ont l'air de réussir. Je sentais qu'ils n'allaient pas redevenir comme avant. J'avais entendu dire que les gens avaient du mal à changer, mais mon mari avait trop changé. Même si je voulais rester avec lui pour le bien de notre fils, je ne pouvais plus envisager notre avenir. J'ai donc dit à mon mari que je voulais divorcer. Lorsque j'ai dit cela, il a ricané, me demandant comment je pourrais survivre sans lui, sous-entendant que je disais cela uniquement par colère. Je n'ai pas peur de cela, alors arrêtez. Qu'est-ce que tu sais faire de nos jours? Les entreprises n'embaucheraient même pas quelqu'un comme toi. Je ne voulais plus l'écouter et je lui ai jeté mon relevé de compte d'épargne à la figure. En réalité, j'avais étudié et rassemblé des informations, et avec les 10 000 $ que j'avais économisés, j'avais pu atteindre mon objectif de gagner mes premiers 100 000 $. Cela peut paraître facile, mais j'ai travaillé sans relâche comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. J'ai étudié avec diligence, j'ai demandé conseil à de nombreuses personnes et j'ai investi beaucoup de temps et d'efforts. J'ai investi ma passion dans mon travail, même si mon mari me regardait de haut. Alors qu'il examinait les relevés bancaires, son expression s'est durcie à la vue des importantes sommes d'argent. Soudain, il a changé d'attitude et s'est interrogé sur l'origine des 100 000 $. J'ai gagné cet argent par mes propres moyens, ai-je expliqué. Pourquoi ne l'avez-vous pas inclus dans le budget? J'ai volontairement économisé cet argent en évitant d'acheter des articles inutiles, comme un t-shirt. Regardez bien, j'ai utilisé mes revenus pour payer les frais de scolarité de notre fils. Toi, en revanche, tu as dépensé sans compter, utilisant ton argent pour satisfaire ton mode de vie égoïste et creux. Je n'ai pas touché un centime de ton argent. Tu as tout gaspillé pour toi-même. Ne sommes-nous pas censés former une seule unité en tant que mari et femme? Mon argent ne fait-il pas partie de cette unité? Même si je voulais contribuer à ton argent, il ne resterait rien après que tu aies tout gaspillé. Tu te souviens quand tu as dit que tu pouvais vivre sans moi? Alors arrête de me rabaisser et divorçons. Non. J'ai dit ça dans le feu de l'action. Avais-tu l'intention de dépenser tout cet argent tout seul, alors que tu l'avais gagné par tes propres moyens et que tu étais en colère contre moi? Réfléchis à ce que tu as dit. Quelqu'un m'a dit un jour que nous devions assumer la responsabilité de nos actes, et il m'a été difficile de faire le ménage après ton désordre. Je pensais que tu changerais, mais au lieu de cela, tu continues à te délecter du chaos que tu as créé. Je refuse de faire partie de cette façade de vie. Finissons en maintenant, ai-je dit à mon mari en emballant mes affaires et en emmenant mon fils avec moi. Mon mari m'a supplié, s'agrippant à moi et m'implorant de lui pardonner, affirmant qu'il changerait sa façon de faire. Mais je savais qu'il s'agissait de promesses vides. Il n'éprouvait pas vraiment de remords pour ses actes, il regrettait seulement d'avoir perdu l'accès à l'argent de mon compte d'épargne. Pendant ce temps, j'ai continué à investir activement dans des actions, en prenant de plus en plus confiance en mes capacités, tant que je ne succombe pas à l'appât du gain, élever mon fils et me concentrer sur mon travail est le meilleur emploi que je puisse avoir. Et ce n'est pas non plus comme si j'avais arrêté d'écrire. En fait, j'écris comme si je rédigeais mon propre journal. Je crois toujours que je créerai un chef-d'œuvre au cours de ma vie. Après le divorce, mon mari a continué à dépenser de l'argent de manière inconsidérée et a fini par perdre sa maison, son salaire étant saisi. Il s'est couvert de honte au travail, constamment préoccupé par l'image qu'il donnait aux autres. C'était sa propre faute. Heureusement, mon fils n'a pas hérité des traits de caractère de son père. J'ai découvert plus tard que mon fils parlait fièrement de moi à l'école, exprimant son amour pour sa mère travailleuse et assidue. J'aspire à imiter ma mère, qui donne toujours le meilleur d'elle-même dans tout ce qu'elle fait. Elle est la personne que j'admire le plus au monde, elle est vraiment extraordinaire. Lorsque j'ai vu mon fils, avec son petit pouce levé, reconnaître que j'étais une bonne mère, je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Ma détermination est d'autant plus grande que mon fils croit en moi. Je suis plus qu'heureuse, il n'y a pas de mesure pour cette joie indescriptible.
Bien que l'argent ne puisse pas acheter le bonheur, il nous permet d'avoir une vie plus confortable pour mon fils et moi. En travaillant aussi dur que possible, je veux m'assurer que je pourrai continuer à voir le sourire radieux de mon fils. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à mon histoire. J'espère sincèrement que tous ceux qui l'ont entendue se retrouveront au centre de leur propre vie. Votre soutien et vos commentaires avisés dans la section des commentaires, par le biais de likes et d'abonnements, m'aideraient grandement. Je vous souhaite à tous une journée fantastique, d'où que vous veniez.